First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bonjour et bienvenue sur Exquise Esquisse, une émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Régulièrement, un invité vient nous expliquer comment il a fait de sa passion un métier. Pour ce 3e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Burkhardt, aka Electro Rouge, créateur de films graphiques, qui a pour clients Arte, Canal+, Chanel et j'en passe. Bonjour Samuel. Bonjour Alexandre. Et merci d'être là. Donc on va commencer par le commencement. Quel est l'environnement dans lequel tu as grandi pour arriver à faire de ta passion un métier ? Ouais, effectivement, l'environnement et d'enfance et d'adolescence est, je crois, quelque chose d'assez marquant quand on a des carrières dans les milieux artistiques ou de création, en tout cas. Moi, je suis le fils d'un peintre et d'une maman qui travaillait dans le marketing. Donc, vraiment de la commande et de la création libre. Donc c'est vrai que les bouquins qui étaient à ma hauteur quand j'étais tout petit, c'était plutôt des bouquins de peinture ou de bande dessinée. Donc l'univers pictural a été très très vite présent dans mon univers. Et je pense que ça a quelque part guidé mes envies dès mon plus jeune âge. Puis ensuite à l'adolescence où je me suis retrouvé dans des milieux qui étaient ou sportif, le milieu des sports de glisse, où le graphisme on était à l'époque dans les années 80, commençait à se lâcher un petit peu plus et surtout était détonnant. Et donc m'a donné envie de donner ma petite pièce à ce jeu, quoi. C'est-à-dire que dans l'environnement des sports de glisse comme le skate, le surf, etc., il y avait quand même un gros truc graphique qui te poussait vers la pratique du dessin, du graphisme, etc. Je pense que c'est surtout la particularité de l'environnement qui fait qu'on a créé un environnement graphique, un univers graphique plus coloré. On a mélangé... tout ça s'est un peu mélangé avec l'univers musical qu'il y avait à l'époque, le punk, le rock alternatif, des univers un peu particuliers, des microcosmes comme par exemple le ska ou le rockabilly, qui sont vraiment des genres, des micro-genres, mais qui ont une identité très très forte et une image très très forte. Des gens avec des crêtes incroyables ou reprenant des vêtements des années 50, c'est pas anodin. Et effectivement, il faut créer la typographie qui va avec, les illustrations qui vont avec. Et donc, ça crée vraiment des univers très particuliers et qui nous changeaient de la norme. On était dans les années 80, donc on revenait, après les années 70, on revenait dans un univers très normé que tout adolescent a envie de fuir à grands pas. Ok, et donc tout ça, ça va te mener vers des études graphiques. T'es poussé par tes amis, ta famille, ou c'est juste une envie personnelle et forte ? Mes parents ont été incroyables de me dire un jour, je sais pas, je devais avoir 13 ans, j'étais très mauvais à l'école, moi j'étais plutôt cancre, de me dire, tu sais, tu veux être boucher, fais boucher. Il y a vraiment pas de métier débile où on n'aura jamais honte de ce que tu fais, mais fais quelque chose qui te plaise et dans lequel, parce que tu vas y passer ta vie ou en tout cas tu vas y mettre, si tu veux que ça marche, tu vas y mettre une passion. Donc trouve cette passion. Et donc j'ai péniblement atteint un bac économique avec 2 ans de retard, je crois. J'ai abandonné tout de suite derrière les études. J'ai fait une espèce de prépa art graphique, mais qui était vraiment très très mauvaise. Et à côté de ça, j'étais parallèlement aux pratiques du skateboard, du BMX, du ski, de tous ces sports casse-gueule qui me poussaient à me lever le matin. Je me suis mis au graffiti. Donc c'était pareil, le début du graphe en France. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de revues. Donc il existait 2 livres en tout et pour tout écrits par 2 photographes journalistes américains qui s'appellent Henry Chalfant et Martha Cooper. Et tout simplement, qui étaient photographes, c'était la seule manière de transmettre un savoir à l'époque.
Donc les gens qui faisaient du graphe dans une ville avaient un peu tous le même style parce qu'on connaissait, on s'inspirait nous-mêmes. On n'avait pas, comme aujourd'hui, la possibilité d'être une éponge interplanétaire pour toute la création graphique. Et donc dès qu'on tombait sur un livre, ou mieux quelqu'un qui venait d'une autre ville ou d'un autre pays, très vite on se rapprochait de lui, on allait beaucoup plus vers l'autre. Et donc c'était ça, c'est un milieu qui m'a beaucoup pris de temps. C'est-à-dire 5 ans, j'ai fait quasiment que ça. J'étais en même temps objecteur de conscience. C'était quand on voulait pas faire l'armée, mais qu'on la faisait quand même. Mais dans le civil. Mais tu le faisais en parallèle de à tes études ou Oui, enfin c'était déjà on fait ça plutôt de nuit, donc on peut avoir une activité normale le jour et la vie de Batman la nuit. Et ton activité normale, du coup, c'était quoi ? J'étais objecteur de conscience, justement. Mais ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que tu es dans un bureau et puis tu attends que la journée se passe et puis ensuite tu Non, parce que j'étais objecteur de conscience dans un centre socioculturel dans lequel j'arrivais même à organiser des stages de graffiti pour apprendre à des gamins à faire à dessiner en fait avec cet outil assez rébarbatif qui est une bombe de peinture, parce que c'est très technique à utiliser, mais aussi à concevoir une image en grand, parce que c'est très différent que de faire un dessin sur une feuille de papier, de dessiner en très grand. Les rapports ne sont pas les mêmes. Ça implique quoi ? Des gestuelles différentes ? Il y a une gestuelle, il y a une rapidité à acquérir, il y a une technicité. C'est un peu... oui, c'est un peu le côté très complexe des arts plastiques classiques, comme préparer sa couleur, etc. Là, il suffit qu'on regarde la couleur qu'il y a sur la capsule, on enlève la capsule, on appuie sur le bouton et c'est parti. Donc il y a quelque chose d'instantané qui était très attirant, justement. De tous les pratiquants, quand j'ai commencé, je devais avoir, je crois, 18 ans, j'étais le plus âgé de tous les graffeurs, oui. Parce que c'est vraiment quelque chose qui était... c'était même pas un art mineur, c'était un art ultra microscopique, quoi. Oui. C'était considéré comme rien du tout, le graffiti. La première fois que je me suis fait un peu houspiller par la police, ils savaient pas quoi faire de moi. Il n'y avait pas de... Et quand tu dis que ça se prépare pas, la couleur se prépare pas, mais il faut quand même que tu repères le terrain, que tu... Alors, le terrain, c'est souvent des endroits où on peut être tranquille. Ouais. Donc des voies ferrées, des usines désaffectées, des choses comme ça, pour qu'on soit justement, qu'on ait le temps, d'une part, de s'entraîner. On va pas, si on vous donne un mur en plein milieu de la ville, tout le monde va le voir tout de suite. Donc on dit bon, faut pas que je me loupe. Alors que quand on est sur une voie ferrée ou une usine désaffectée, on peut justement s'y entraîner. On peut repasser par-dessus quelque chose qu'on a déjà fait, des fois par-dessus quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, ce qui s'est beaucoup pratiqué, ce qui se pratique toujours. C'est un art éphémère. Mais en fait, il y a une partie d'entraînement qui se rapproche quelque part aussi d'une activité sportive, mais presque du sport de glisse, effectivement, parce qu'il y a aussi le risque, on se casse la gueule, je sais pas, peut-être en franchissant une barrière au-dessus d'une usine désaffectée ou quelque chose comme ça. Il y a des affrontements avec les autres. Il y a certains puristes qui déclarent qu'il faut absolument voler ces bombes et ne pas les acheter. Il y a des territoires qui se créent, etc. Bon, moi, j'en étais pas encore là quand je l'ai pratiqué. Je l'ai vu un peu plus dans les grandes villes. Je viens d'une ville moyenne, je suis originaire de Strasbourg. J'ai découvert plutôt cette ambiance à Berlin ou à Paris, effectivement, où c'était beaucoup plus musclé. Pour revenir à en fait, ma formation, j'ai parallèlement à cette activité graffiti qui me permettait effectivement de gagner un petit peu ma vie. C'était vraiment très léger à l'époque, hein, on n'était pas à la période du street art. Mais en même temps qu'objecteur de conscience à ce moment-là, en même temps qu'objecteur de conscience, je faisais des commandes, j'allais peindre chez des gens, quelqu'un voulait une fresque directement dans son salon, ou alors je le peignais sur une toile ou sur un panneau en bois. J'ai fait également des stores, des choses ou des coupés qu'on pouvait appliquer au mur. Ça commençait à devenir, oui, effectivement, un art appliqué et de la décoration d'intérieur, quasiment. Et alors, tu dis que tu en as fait pendant 5 ans, mais alors, objecteur de conscience, je crois que c'est 2 ans. C'est 18 mois, ouais. 18 mois.
Et tu as fait la prépa, ensuite objecteur de conscience. Ouais, pendant ce temps, j'avais beaucoup d'amis qui étaient aux Arts Déco. J'ai fait aussi je pouvais accéder aux cours. Il y avait des cours tous les mercredis, toute la journée, gratuits aux Arts Déco. Aux Arts Déco de Strasbourg. Oui, aux Arts Décoratifs, qui était une très bonne école, qui est une très bonne école, qui était réputée à l'époque pour son atelier illustration, qui a formé des centaines et des centaines d'illustrateurs pour enfants, qui après ont eu des carrières diverses et variées. Ça continue toujours d'ailleurs. Ça continue toujours, mais c'était l'âge d'or. Maintenant, on a trop d'illustrateurs pour enfants. Et l'école est très bien. Il y a surtout des ateliers où on est complètement autonome. Donc j'avais des amis en atelier métal. Il y avait vraiment où on pouvait venir observer. Les cours qui étaient prodigués gratuitement étaient vraiment faits par des très bons profs, donc des cours de dessin académique, cours de nu. L'après-midi, c'était plus de la composition, des choses comme ça. Donc avoir accès à ça sans faire vraiment d'école. Après, il n'y a pas le côté on va réaliser son projet qu'on réalise pendant les 3 dernières années des Arts Déco, qui se passe sur 5 ans. Il y a 2 années de tronc commun et 3 années d'atelier. Mais d'être un peu dans le jus et moi d'avoir un peu mon activité à côté, je me rends compte en même temps que j'ai fait les 5 ans. Quoi. Pas là-bas, mais les 5 ans de maturation et de projet pour me retrouver justement à me questionner sur ce que j'allais faire ensuite. Et alors, est-ce que tu as trouvé ce que tu allais faire ensuite ? C'est même pas moi qui ai trouvé. C'est la dernière année de la période graffiti, je tournais un peu en rond, c'était très conflictuel, c'était un milieu très très jeune. Je me rendais compte qu'il n'y aurait pas vraiment en tout cas à cette époque-là, de débouchés où on n'était vraiment pas pris au sérieux. On était payé sous le manteau, jamais de la vie on aurait pu émettre une facture pour faire un graffiti. Les seules personnes qui me dédommageaient, c'était plutôt les mairies, les centres sociaux, pour m'occuper, faire des stages pour des gamins plutôt qui brûlent des bagnoles dans les banlieues de Strasbourg. C'était un sport régional à l'époque. Et on récupérait du matériel plutôt... on était payé souvent en matériel. C'est-à-dire qu'on commandait pour un mur de 2 mètres carrés. Ah ouais, il me faut au moins 50 bombes. Alors que 6 aurait suffi. Et on récupérait le reste et ça nous permettait de faire des commandes privées. Mais tout était, on va dire, oui, c'est ça. C'est même quand c'était autorisé, quelque part, c'était illégal. C'était illégal de le vendre ou c'était céder une œuvre. Enfin, on était complètement en dehors d'un marché. Et le marché n'existait absolument pas. Je voulais absolument sortir de ça. Ma compagne de l'époque travaillait dans le sous-titrage et m'a parlé. Alors moi, j'ai pas du tout une culture. J'ai très peu de culture télé. On a eu une télé quelques années chez mes parents. À l'époque, il y avait quoi ? Il y avait 3 chaînes, 6 chaînes ? Il y avait déjà Canal+. Ne me fais pas Canal+. Donc il y en avait au moins Canal+ et M6, il y en avait au moins 6. Tu parlais des années 80. Je ne parle pas de la RTF. Saligo. Non, mais tu parlais des années 80, Canal+ arrive en 84, du coup on est là plutôt fin des années 80. Quand tu sors des Arts Déco, quand tu arrêtes... Là on est même début 90. Enfin, je sors pas des Arts Déco, je fais les Arts Déco vraiment de manière en loose day. Je suis quelques cours et je baigne plutôt dans l'ambiance et avec des gens qui sont là-bas ou l'univers. Et en même temps, je vois aussi cet univers d'études et les gens bossent, vont se retrouver en agence de pub. Moi, j'ai pas trop envie de faire ça. J'aime bien le graphisme. Le graphisme, c'est on va dire ma colonne vertébrale, c'est vraiment ce que j'aime toujours. C'est ce qui m'a poussé à faire cette activité. Et je me voyais pas bosser dans une agence de com. C'était pas trop mon truc. Il y a un machin, j'avais fait quelques stages. En plus, c'était l'âge d'or de la pub, quand même. Ouais, c'était l'âge d'or de la pub, mais ça commençait à... Les ordinateurs arrivaient, ce qu'on appelait la PAO arrivait. C'était un peu poussif, c'était très technique. J'avais fait aussi des stages dans des entreprises qui avaient leur pôle graphique. Et pareil, c'était chiant à mourir. J'avais vraiment pas envie de faire ça. C'est bien, j'ai appris plein de choses mais en faisant ces stages. Mais je voyais quelque chose d'un petit peu plus papillonnant.
Et en fait, papillonnant, ça veut dire c'est-à-dire toucher à quoi. plus de choses, d'autres univers aussi, c'est-à-dire même si c'est ne faire que de la typo ou ne faire que de la mise en page, mais que les thèmes changent très souvent. Et cet ami m'a parlé des soirées théma sur Arte, qui était quand même un ovni dans le paysage audiovisuel, qui faisait 3 soirées par semaine avec 2 fois sur 3 un habillage original. Un habillage, c'est le générique, le sommaire, les jingles entre les programmes. C'était toute la soirée, c'était généralement un bloc de 5 heures. Et un générique de fin, des fois il y avait même des modules additionnels, une petite introduction graphique, une bibliographie, et à chaque fois sur un autre thème. C'est-à-dire que moi je suis passé de Antonin Artaud en passant par les Vikings, les sumo et le Tour de France. Donc c'est des thèmes qui sont super variés et d'une semaine à une autre, on doit se renseigner sur le sujet, sur le thème et créer un univers graphique. Alors déjà je suis allé les voir. Déjà, j'ai découvert la vidéo. C'est simplement qu'on a, quand on... Moi, j'avais même pas on n'avait pas de magnétoscope non plus. Donc, pour moi, la télé, c'était du live. On ne pouvait pas revenir en arrière. Et là, on me met dans une pièce, dans une salle de montage, qui était attenante au bureau de l'habillage Théma. Pour me dire, bah, tiens, regarde ces cassettes. On m'explique comment ça marche. Là, tu appuies sur play. Tu as un gros bouton rond qu'on appelle un jog. Quand tu appuies dessus, tu peux naviguer image par image en le tournant, et vers la droite, en avançant, vers la gauche, en reculant. Ou alors, tu peux, si tu recliques dessus, accélérer très fort et puis t'arrêter. Et comme ça, on a l'impression de scratcher sur une platine. Bon, déjà, avec de la bobine dedans. Ouais, alors c'était des cassettes bêta, c'était des bandes magnétiques. Enfin, c'était des cassettes pro, le dernier format pro qui a existé, un format analogique. Ensuite, il y a eu c'est ça, un truc comme ça, non? Enfin, je sais pas. Alors oui, Betacam, exactement, pas confondre avec Betamax qui était le concurrent de VHS. Mais et donc c'était des énormes cassettes et où il y avait compilé tous les génériques. Et moi je regarde ça et toutes les images sont incroyables à tomber par terre. Mais moi qui avais l'habitude de voir des images fixes, je passais mon temps à avancer image par image avec ce jog, à tourner pour regarder chaque image, parce que c'était génial. Il y avait de la typo, il y avait des espèces de multicouches qui étaient faits, qui n'étaient pas... Photoshop, on pouvait avoir un calque à l'époque. Donc, c'était un truc de dingue. J'ai complètement été subjugué par leur travail. Je suis resté 2 heures dans cette salle. Ils passaient la tête de temps en temps, me disant ça va ouais, c'est génial, je peux continuer à regarder oui. Je suis sorti de là, donc j'étais inscrit à la NPE, j'avais donc pas de... Comment on appelle ça pour obtenir... Phase de test. Oui, c'était simplement... j'avais demandé un entretien pour obtenir un stage, si c'était possible de les voir, de voir ce qu'ils faisaient, et que moi je leur montre un peu mes travaux, que je faisais donc de graphisme, de graffiti, et aussi le graffiti inclut une bonne part de typo, qui peut être certes illisible, mais qui est quand même un certain amour de la lettre, quoi. Donc j'aimais bien travailler les lettres, et eux avaient pas mal de besoins comme ça en typographie. On écrit beaucoup à la télé, surtout sur une chaîne franco-allemande où il faut écrire 2 fois. Et en fin de compte, ils m'ont dit, écoute, nous ça nous intéresse, on cherche toujours des stagiaires, t'as l'air motivé, t'as l'air de bien aimer ce qu'on fait. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que tu trouves... une convention de stage, donc t'es pas dans une école, va voir ce que tu peux trouver du côté de la NPE. Et donc j'ai fait la semaine suivante le pied de grue à la NPE, tous les jours, tous les matins, j'allais avec ma demande, me dire mais encore vous, oui, je veux vraiment ce stage, c'est ce que je veux faire, je veux ça, trouvez-moi un moyen d'obtenir ce stage. Les premiers jours évidemment ils ont dit non. Et à force de revenir, je venais matin et après-midi. Et le vendredi, une des personnes qui m'avait reçu déjà 3 fois me dit « Bon, allez, venez, sors un classeur et me trouve un organisme de formation subventionné par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour un stage de 5 mois à Arte GEIE, établissement culturel de renom. » Génial. Alors du coup, tu rentres à Arte.
Et là, tu comprends comment tout ça est fait, comment ils arrivent à mettre les calques, etc. C'est un truc complètement artisanal ou... Alors les deux, on est dans une phase un peu de transition. On n'est pas encore dans du montage virtuel comme on le connaît maintenant, où un laptop suffit à faire du montage, et puis on a une petite caméra qui sort de notre appareil photo. On a encore des moyens de production qui sont dédiés. Donc il y a un habillage se passe en plusieurs phases. Il y a un directeur de création qui s'appelait Lothar Burg, il s'appelle toujours Lothar Burg, qui définissait plutôt une ligne de conduite, qui allait choisir le réalisateur qui allait réaliser l'habillage. On a une phase de documentation. On n'allait pas encore très très peu sur Internet, on n'avait que peut-être des mails, oui, je crois qu'à l'époque on n'avait que des mails, et surtout c'est plutôt dans des bouquins, dans des revues, interroger des spécialistes, trouver des infos. Arte était quand même une chaîne où il y avait énormément de documentation, on pouvait utiliser, ça c'était un accord interne, on pouvait utiliser le stock d'images d'Arte pour faire nos habillages, si on en avait besoin, s'il y avait déjà eu un film qui était diffusé avec telle scène qui parlait de tel thème, on pouvait le réutiliser pour l'habillage à condition de le retravailler. On n'allait de toute manière pas utiliser la scène brute, on allait remettre une couche graphique, justement, avec une palette graphique, qui là pour le coup était un ordinateur dédié au graphisme animé. C'était une boîte anglaise qui a fourni des centaines et des centaines d'agences de pub et de chaînes de télé qui s'appelait Quantel. En fait, c'est les premiers qui ont eu des énormes tablettes graphiques où c'était assez génial. On appelait le menu en balayant de gauche à droite. Ils avaient inventé le sweep déjà à l'époque. On allait chercher les couleurs sur le côté, le menu principal en glissant vers le bas. Et puis on prenait image par image, on traitait l'image, on faisait tout ça évidemment relié à une caméra, à un banc titre. Donc un banc titre, c'est une caméra verticale sous laquelle on va, image par image, faire bouger des objets ou dessiner image trait après trait pour faire avec tout. Un peu comme du stop motion. Oui, c'est ça, c'est du stop motion. C'est tout à fait du stop motion. Après, ça peut être aussi simplement s'en servir comme scanner, mais on a en même temps, on a une vraie caméra avec une véritable optique dessus où on peut faire un vrai point. On peut avoir une belle image. Donc c'était surtout très ouvert pour des personnes qui pouvaient bricoler, qui étaient très habiles de leurs mains. Je pense notamment à Éric Bernot, qui est quelqu'un qui a fait énormément d'habillage comme ça, très bricolo. Il a par la suite inventé une armoire normande transformée en objet multimédia qu'il appelait le multimédois. Donc il y avait des gens quand même assez inventifs, ou alors des gens qui étaient très très graphiques et qui voulaient simplement retoucher des extraits de films ou de documentaires, et puis avec un traitement très très poussé. Ça c'était plus le cas de quelqu'un qui s'appelle François Vautier, qui allait pousser la machine très très loin, qui lui pour le coup manipulait et la machine et réalisait. Moi, je n'utilisais pas ces machines-là. À chaque fois, on était avec un graphiste qui le pilotait. Et justement, c'était quoi ton rôle dans tout ça ? Alors, au début, j'ai été stagiaire et j'aidais donc les réalisateurs s'ils avaient besoin d'illustrations ou de faire, ou justement, de bricolage, où on doit passer notre nuit à découper des photocopies pour les contrecoller sur du papier coloré, les planter sur un tourne-disque et faire une scène mexicaine pour faire un générique sur Mexico. Par exemple, ou alors c'était créer des typos, parce que une fois qu'on a franchi la phase graphique, en fait on conçoit une bande d'éléments, des éléments graphiques qu'on va ramener en régie pour les mélanger ensemble et créer justement, additionner la source graphique, la typo, l'extrait, le titre. Toutes ces choses-là. Quand tu dis créer la typo, c'est-à-dire que tu dessinais la lettre. C'est-à-dire qu'on dessinait la typo sous le banc titre, on dessinait une lettre et on l'attribuait à une touche d'un générateur de caractères, qui était un clavier d'ordi
reliées en régie. Et donc, quand on tapait la lettre, ça écrivait... sauf qu'on n'avait pas, évidemment, tous les kernings, les interlignes, tout ça, on devait le faire à la main. Ah oui. Bon, on n'écrivait pas des romans non plus. Généralement, on associait une police qui, elle, marchait classiquement à une police originale juste pour les titres ou les noms des producteurs, rédacteurs et intervenants de l'émission. Ok, et alors donc forcément tu travailles en équipe. C'était quel genre d'équipe? Il y avait un réalisateur, il y avait toi qui aidais le réalisateur, il y avait des truquistes, des graphistes, Donc il y a un graphiste, premièrement il y avait un graphiste, ensuite on travaillait avec un monteur truquiste qui avait généralement les deux casquettes. Qui lui monte sur le banc, sur le banc de montage, et qui a un banc de montage et une table de mixage, mais qui est pas une petite table de mixage 4 pistes, c'est-à-dire qu'on avait une baie avec 4 sources, on pouvait faire tourner 4 magnétoscopes en même temps qui lisaient pour faire le sandwich pendant qu'on enregistrait sur le cinquième magnétoscope. Et oui, il fallait enregistrer en même temps. Et puis, dimension très très importante de ces habillages, c'était également une musique originale. Donc on avait un rédacteur qui passait par-dessus pour écrire les textes, un double rédacteur d'ailleurs, puisqu'il en fallait un franco-allemand, et un musicien qui composait une musique originale. Et là, c'était vraiment c'est là où je crois que j'avais le plus les jambes qui tremblaient, c'est quand je devais parler à un musicien. Je ne suis pas du tout musicien. J'avoue que le premier habillage que j'ai réalisé au bout de 5 mois de stage, c'est pas tellement quand je suis arrivé à la palette graphique ou quand je suis arrivé en régie, mais c'est vraiment quand le musicien est arrivé. Bon alors, dis-moi tout. Alors j'aimerais bien un truc qui soit un peu... Et vous, peut-être... Je savais absolument pas quoi dire. J'étais pétrifié. Et c'était justement l'univers qui n'était pas visuel. Et de dire, écoute, il faut peut-être telle ambiance. Moi, je veux pas te dire quelque chose parce que je serais incapable de te guider, même de te donner une impression, parce que je vais avoir l'impression de je vais me gourer quelque part. Donc... Il a vu les images, il m'a dit ouais, je vois quelque chose d'un peu... C'était un générique sur le Nikolaikirche, qui était l'église d'où la chute du mur de Merlin a démarré. C'est-à-dire que dans une église protestante, des gens se sont révoltés, se sont unis et ont commencé à faire des marches pacifiques avec des bougies dans la rue à Leipzig, donc en Allemagne de l'Est. Et de là a démarré la révolution, la chute du mur. Et donc on avait fait un traitement d'image très doux, les images étaient très lentes, c'était très saccadé, dans des couleurs très contrastées, c'était violet et orange, mais très très lent. Et en fait, on avait, oui, il y avait un peu du suspense quoi dans les images. Et lui a fait une musique qui collait parfaitement, mais en fait, moi, je regardais mes images, j'étais pas sûr. Quand je voyais le générique fait, je me dis, mais j'ai pas loupé un truc, pourtant ça a l'air bien. Et quand la musique est arrivée, et ben là, ça y est, la nouvelle dimension se met sur les images. Et là, ça fait un objet complet. Sans la musique, c'est rien. Et d'accord. C'était vraiment... Et un collègue réal disait, ouais, la musique, à chaque fois, c'est un cadeau, quoi. On nous offre quelque chose à mettre sur nos images. Et du coup, tu disais qu'en 5 mois, tu es passé réalisateur, donc ce qui est quand même assez rapide. Ouais, alors c'est réalisateur graphique, on est aidé, on n'est pas tout seul, il y a une direction de création. Arte, c'était quand même une chaîne très... Enfin, t'es toujours chapeauté par un directeur de création. T'es toujours chapeauté, même si on était très très libre. L'Otterburg était quelqu'un qui laissait énormément de liberté et justement qui cherchait à avoir quelque chose d'assez original. Et il y avait une vraie patte. Il y avait un côté quand même fait à la main. Il y avait quand même les typos faits à la main. T'es presque un peu obligé, parce que tout est un peu manuel dans tout ça. Oui, mais tu pouvais faire quelque chose de très très classique, avec des carrés, des ronds, et puis une image nickel, genre le JT de France 3, quoi. C'était... on était sur Arte quand même, donc c'est ce qui m'a permis, par la suite, quand je suis arrivé à Paris, d'avoir une réelle identité graphique à montrer dans un book, quoi, de dire ah oui tiens ça c'est pas commun,
Et du coup, tu restes combien de temps chez Arte ? Chez Arte, je reste à peu près un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Ouais, un peu moins de 2 ans, où là, je faisais deux choses. Hein. Je réalisais un générique une fois par mois, ou une fois tous les mois et demi, donc qui généralement prenait bien 2 semaines, 3 semaines de boulot, histoire de s'y plonger, de savoir ce qu'on allait faire, de parler, de se préparer un peu dedans. Après, c'était 1 semaine de production effective. Et puis je faisais également ce qu'on appelle le synthé, c'est-à-dire que j'étais opérateur synthétiseur. C'est la personne qui s'occupe justement des typos sur ce fameux logiciel dédié. Donc pour nous c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait qu'on dessine effectivement la typo, qu'on l'enregistre en régie. Enfin, c'était un petit peu plus tricky que simplement utiliser et puis mettre nom, lieu, fonction. Et donc j'alternais entre ça et la réalisation d'habillage, mais toujours pour les thémas, avec de temps en temps un petit peu d'autres émissions pour Arte qui avaient besoin d'un coup de main. Mais c'est vrai que le cœur de la créa, c'était les habillages théma, quoi. On était une dizaine de réalisateurs à tourner. Ok. Et du coup, après Arte, tu navigues entre différentes entreprises, etc. Tu commences à devenir indépendant à quel moment ? Surtout, je quitte Strasbourg, je viens à Paris. On est en 96, fin 96. Et je commence à trouver... Alors, je commence à faire former des gens sur des générateurs de caractères, parce que c'était une manière assez simple de trouver du boulot à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de régies, il y avait beaucoup de nouvelles machines. Donc, Arte était bien équipé à l'époque, enfin, était bien équipé... par rapport aux autres, donc moi ça me permettait d'avoir un aval technologique, donc j'ai pu me mettre un peu le pied à l'étrier en rentrant, en faisant quelques formations comme ça, et puis d'aller voir les chaînes, les boîtes de production. J'ai notamment fait des décors pour les Minicums, entre autres émissions emblématique pour les jeunes de l'époque. Là, tu fais de la peinture, enfin. Non, je fais des décors sous Photoshop. Ah, donc Photoshop est arrivé là. Enfin, Photoshop était déjà là, mais ça ouais. devient un petit peu plus praticable, et surtout After Effects est déjà là. On commence à bricoler sur After Effects, qui est donc un Photoshop animé. Qui est assez complexe, mais qui permet d'avoir toute la phase graphique et plus régie en un ordinateur. Donc on peut commencer à avoir une véritable régie à la maison. Donc là, ça a été la révolution. Donc je continuais de travailler dans des boîtes de production ou dans des chaînes de télé. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres grosses machines comme des Silicon Graphics qui avaient des logiciels graphiques qui tournaient, mais qui valaient plusieurs millions de francs à l'époque. Du coup, c'était plus simple d'avoir un After Effects à la maison que d'avoir une machine ça a ouvert l'univers de l'habillage graphique, ou en tout cas du trucage, de l'habillage graphique, de la 3D, etc., à énormément de gens qui justement ne pouvaient pas se payer le luxe de réserver. Quand je suis revenu d'Arte, je me suis renseigné pour louer à peu près la même config qu'on avait à Arte. Je crois que c'était l'équivalent de 2 000 € jour. Le budget passait dans la location d'une journée. C'était impossible. Donc très vite, il a fallu trouver des solutions. Et justement, la solution After Effects, qui a abouti aussi à d'autres... en fait, les contraintes créent toujours de nouvelles formes ou d'expression ou technologiques ou d'usage en tout cas, et là ça a été on devait être 100 personnes en 96 à travailler dans l'habillage à Paris, à 10 ans plus tard je sais pas combien de zéros de plus, quoi. Et après il y a le nombre de chaînes qui a évolué, il y a eu internet, l'habillage pour internet, il y a eu les jeux vidéo, il y a eu énormément de choses dans les jeux vidéo, dans le multimédia, effectivement, tout ça c'est démultiplié très très vite. Et du coup, quand tu es parti de Strasbourg et que tu as fait tous ces métiers, tu étais intermittent, c'est ça ? Ou comment ça se passait ? Oui, j'étais encore intermittent quelques années à Paris, jusqu'en 99, et après je suis passé à la Maison des Artistes. Le problème d'intermittent du spectacle, c'est qu'on doit travailler pour le spectacle.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un client vraiment en direct. Il faut passer par une société de production ou une chaîne de télé qui va nous faire un contrat, qui va nous déclarer, qui va nous payer les acédiques, etc. Quelque part, je trouvais qu'on était un peu enchaînés. C'est un système qui est génial pour le spectacle vivant. Ça, il ne faut pas le déboulonner, ce truc-là. Ça permet une richesse culturelle qui est vraiment nécessaire. Mais par contre, pour des gens comme moi qui avons du boulot plus régulièrement et puis qui allons peut-être traitons en direct avec le client quelquefois ou moi j'avais pas envie qu'on me dise bon bah non là vous avez trop travaillé, vous êtes en carence de droits. Ça existe hein. Oui, pour ceux qui ne sont pas intermittents. Alors, trop travailler, oui, c'est-à-dire qu'on ne touche pas nos droits acédiques si on a travaillé, je ne sais plus, enfin, ça change tous les ans ou tous les 6 mois. Parce que tu as un minimum, mais tu as un maximum aussi. Alors il y a un maximum de jours travaillés dans le mois. Dans le mois, d'accord. C'est pour toucher les allocations. Si on travaille, je ne sais pas, plus de 12 jours par mois, je crois que nos allocations, on les touche pas, ou je ne sais pas, 15. Je ne suis plus du tout dedans depuis bientôt 20 ans. Donc, il y a quand même 30 jours dans un mois. Oui, il y a 30 jours dans un mois. Mais pour moi, un mois de travail, oui, c'est 30 jours, mais pour un salarié, c'est pas 30 jours. C'est 20 non plus. Ouais, c'est 20, je crois. Ouais, je sais pas. J'ai jamais été salarié. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, tu es indépendant, tu fais du film graphique. Et du coup, le process est un peu différent. Est-ce que tu travailles toujours en équipe? Est-ce que tu touches à tout? Comment ça se passe? Comment ça se passe? J'ai plutôt tendance à être quelqu'un qui travaille en solo. J'ai pas mal bossé aussi avec des équipes, plutôt des équipes de cœur, on va dire, des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on collabore, notamment avec un compère avec qui avait une société de production qui s'appelait 3 fois plus, Fabrice Dugast, avec lequel on a fait énormément de projets multimédia, d'habillage, de courts-métrages. On a exploré pas mal qui est aussi un ancien des soirées Théma, et avec qui j'ai collaboré pendant une dizaine d'années au sein de cette société. Et à côté de ça, effectivement, j'avais aussi mon activité en solo, où je crois que c'est vrai que je suis plus efficace. Je suis plutôt solitaire. Je suis assez chieur aussi quand je veux quelque chose. Donc, s'il y a quelqu'un sur qui je dois gueuler, c'est moi et ça se passe mieux. D'accord. Du coup, quand tu fais un film graphique, tu vas du storyboard jusqu'à la musique, si j'ai bien compris. Tu t'arrêtes à la musique et tu laisses la musique. Oui, je m'arrête à la musique. Alors, il y a plein de choses que je ne fais pas non plus. Si je fais pas de 3D, par exemple, je fais plutôt de la 2D. Je suis pas non plus un animateur chevronné. Je peux pas vous enquiller des cycles de courses, de sauts et en une journée qu'un animateur classique qui bosse sur les films d'animation fera. Je suis pas rédacteur, j'écris pas, et je ne fais pas la musique. Le reste, oui, je peux prendre tout en charge pour des projets non pharaoniques, évidemment. Un film entre 2 et 4 minutes, enfin entre même 30 secondes et 4 minutes, oui, c'est possible pour un film graphique. Du coup, tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas un peu ce qu'est un film graphique, toute la chaîne de production? Oui, déjà la définition d'un film graphique, parce qu'il y a pas mal de termes, et moi j'ai trouvé que celui-ci était un petit peu moins anglophone et branchouille que les motion design et compagnie. Ça y est, tu as réussi à me le faire prononcer. Parce que justement il y a plein de domaines maintenant, plein de microcosmes à l'intérieur du graphisme, de l'animation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire de la 3D, il y a des gens qui vont travailler uniquement sur des particules, il y a des gens qui vont travailler uniquement sur le trucage, qui vont travailler uniquement sur des photos et pas sur des objets graphiques comme des logos ou l'animation ou simplement
les couleurs, il y a des coloristes, etc. Et film graphique, c'est le fil conducteur, c'est vraiment le graphisme, et on va peut-être intégrer de temps en temps, si le film nécessite, ou le générique nécessite un personnage, je vais pouvoir le créer. S'il nécessite de retoucher un petit peu des images ou d'améliorer graphiquement des sources vidéo, je suis capable de faire tout ça. Et le client, il vient en te disant, voilà, moi j'ai envie de faire un truc, je sais pas du tout comment le faire, et toi tu te charges de tout faire tout seul, ou comment ça se passe? Il y a toujours évidemment, c'est un métier où on fonctionne beaucoup par bouche à oreille. C'est-à-dire que j'ai bien aimé ça, qui c'est qui a fait ça, moi je connais quelqu'un qui peut faire la même chose, tiens voilà ses coordonnées. Donc souvent on tombe sur des clients qui sont vraiment très novices. Donc là il faut prendre par la main, effectivement, et avoir un peu, essayer de décrypter leur narration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter comme histoire? Alors si c'est de faire un générique et que c'est très factuel, c'est pas très compliqué. Par contre, s'il y a une réelle demande, comme par exemple de la vulgarisation ou des films explicatifs, des choses comme ça, c'est la gageure qui est en plus, mais qui est sympa, parce que on va devoir faire accoucher le client de son bébé. Donc on va devoir un petit peu le titiller pour lui dire, si je vous montre ça, ça vous parle, et on va construire l'histoire effectivement ensemble. Donc tu écris à ce moment-là? Parce qu'il y a plusieurs phases, il y a quand même l'écriture, le storyboard. Oui, l'écriture, c'est là où moi je triche un peu, c'est que les films graphiques sont graphiques, donc il y a peu d'écriture, c'est plus du contenu. C'est pas un court-métrage. Je suis pas réalisateur de court-métrage. Je vais rendre service à une chaîne de télé pour faire un générique, une société qui veut faire un film explicatif, une chaîne de télé une chaîne de radio qui veut transformer son émission radio en petit film vulgarisé de 30 secondes. C'est pas moi qui ai l'écriture. Il y a quelque chose qui est déjà écrit ou qui existe déjà, et moi je vais la transformer. Le mettre en forme, du coup. Et du coup, l'animer, le mettre en image. Le transformer en image. Ok. Et le séquencer. Ok. Alors, j'ai regardé un peu sur ton site, où on peut voir un peu toutes tes œuvres listées, quelques-unes de tes œuvres, une sélection faite par toi. Et je suis tombé sur un projet qui s'appelle les Idiomaniacs, qui semble être un projet personnel, mais qui est associé à un studio, et du coup c'est le studio dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas un projet personnel, c'est pas un projet personnel, c'est un projet justement du producteur, directeur de création de cette ancienne boîte de production 3 fois plus, donc Fabrice Dugast, qui avait inventé un terme qui s'appelait le ludo-sapiens, c'est-à-dire apprendre en s'amusant. Sympa. Et on avait, c'était l'époque c'était le boom du multimédia entre les CD-ROM, les sites explicatifs, il était parti de l'idée que on a des expressions idiomatiques, donc appeler un chat, il pleut. Non, pas comme vache qui pisse, mais it rains cats and dogs en anglais. Donc l'idée, c'était de traduire des idiomes français comparer dans d'autres langues. Expressions, les idiomes dans 4 langues différentes. Et de trouver des... En fait, c'est complètement différent. Donc il y avait déjà un côté très ludique à illustrer les expressions. Il pleut des chats et des chiens, c'est quand même assez marrant, plutôt que de il pleut des hallebardes en français. Ou alors tu as sous les yeux, avoir une araignée au plafond. En Espagne, c'est avoir des oiseaux sur la terrasse. Donc déjà, graphiquement, c'était assez facile. Et puis, il y avait le côté multilingue. Et on s'est dit, ça marchera très très bien avec plein de chaînes de télé. Malheureusement, le pilote a eu un très bel accueil. On en a réalisé 2. Malheureusement, on n'a jamais réussi à aller plus loin. Peut-être par le fait qu'on était quadrilingue et qu'il fallait effectivement... ça diluait un peu
un peu trop... Le message. Ouais, pas le message, mais on avait un public peut-être trop large, et souvent les émissions cherchent quelque chose un petit peu plus en entonnoir. Du coup, pour Arte, c'était parfait, parce que vous aviez déjà 2 langues. On avait 2 langues, mais on avait peut-être deux Ouais. de trop, et en fin de compte, non, c'est un projet malheureusement qui est resté à l'état de projet. D'accord, donc ça, c'était à l'époque où c'était destiné à être en série télé, du coup. En série télé, pas encore en les adaptation, YouTube, etc. oui, enfin on était, Non. on avait une interface web qui permettait de voir aussi les épisodes, mais également on avait fait des exercices, on avait fait des applications. C'était l'âge d'or de Flash, que tu connais bien, ce logiciel de programmation, de graphisme et d'animation. Animate maintenant. Pardon, excusez-moi. Pourtant j'ai mon abonnement Adobe. Ouais, t'as pas suivi. Voilà, j'ai pas suivi. Et qui permettait justement de faire une passerelle entre des animations, de la programmation, et on avait aussi une version CD-ROM. Donc là, on tapait vraiment à toutes les portes, et voilà, c'était ceinture et bretelles. Ouais. Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir le parcours d'un projet comme ça. C'est-à-dire qu'une société de production arrive avec son idée, et ensuite elle va voir les chaînes et leur présente le projet, et on espère que le projet soit retenu, soit acheté. Ça, c'est plus le boulot du producteur, ouais. justement, donc, que je ne suis pas. Mais il existe également des fonds. Donc on va voir le CNC, donc ce qui finance tous les films français, qui reverse... qui va justement ponctionner pour chaque achat de tickets de cinéma une dîme, et qui va la reverser pour une aide à l'écriture, à la production, technique, etc. Et il y a plusieurs guichets comme ça auxquels on peut s'adresser. Nous, c'était notamment Média, donc c'était à vocation multilingue, c'était le Conseil de l'Europe, où on avait réussi à obtenir une aide pour développer le pilote. Donc il y a des aides pour le pilote, pour l'écriture, pour la production, etc. Bon, ça c'est un univers où je ne suis pas du tout calé, qui est l'univers de la production, mais qui justement est assez compliqué, parce que quand on s'engage sur des projets comme 52 épisodes, même si c'était qu'1 minute, ça commence à faire un paquet de pognon et un paquet de temps et un paquet de gens qu'on mobilise pendant... Et du coup, si on est auteur, qu'on a une super idée animée, etc., et qu'on a envie de la voir produite sur des chaînes, etc., il faut aller voir un producteur. C'est d'aller voir un producteur, évidemment. D'accord. Après, plus le projet... Et le producteur va également aider, porter le projet, si le projet lui plaît vraiment. Bon, il y a des producteurs qui vont repérer la bonne affaire, mais la plupart du temps, surtout dans l'univers graphique ou des courts-métrages... c'est des coups de cœur, de dire tiens, ça me plaît vraiment bien, moi j'ai envie de le porter, et le producteur va aussi apporter une amélioration, parce que l'auteur va peut-être pas penser, d'une part, effectivement, au marché, à la vente, mais il va peut-être pas penser non plus à une autre perception de public. Le producteur va avoir une vision quand même beaucoup plus large, et donc souvent c'est un peu la baston, mais au bénéfice du projet, généralement. Ok, alors du coup, moi je crois que c'était un projet personnel, Les Idiomaniacs. Est-ce que tu as d'autres projets personnels? Bien ma patte, par contre. Les personnages, effectivement... Ça, on va en reparler, mais du coup, est-ce que tu as d'autres projets personnels que tu montres pas forcément, ou que tu... Déjà, je reviens au graffiti, où c'est un univers où j'ai pas mal créé de personnages, justement, notamment des personnages qui s'appellent des pabos, qui étaient des personnages à grand nez. Bon, j'ai un bon nez, donc je me suis dit tiens, je vais faire un personnage basé là-dessus. Et surtout, c'était le personnage se dessinait d'un coup de bombe, c'est-à-dire que je ne lâchais pas l'embout. On pouvait le faire très vite, donc on pouvait faire ça très rapidement dans la rue, évidemment. Et ce personnage est né de là, et c'est quelque chose que je dessine toujours, mais qui n'est pas... ça se voit pas comme ça, mais je suis quand même assez timide, et les projets personnels, ils restent personnels. C'est vrai que je me sens pas réalisateur de court-métrage, je suis pas... j'ai pas envie non plus de faire de la peinture, ou d'avoir... Enfin, j'adore ça, hein. J'ai fait une part de peinture, c'était de la peinture, mais bon, après j'ai fait aussi avec d'autres médias. J'ai fait de la gravure, un peu de céramique, des choses comme ça. J'aime bien aussi toucher à d'autres médias, de l'imprimerie.
Aujourd'hui, tu pratiques toujours le dessin à petite échelle, puisque le graphe... Ouais, à petite échelle, mais c'est vrai que je fais des crowbars, ou de temps en temps, ça me prend de vouloir faire... allez, je vais me faire un truc pour moi, mais c'est vrai que c'est pour moi, quoi. J'ai pas besoin de ça pour me nourrir. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de projets perso pour rythmer leur créativité. Moi, j'avoue que quelque part, j'en ai pas besoin, ou je l'ai fait, mais c'est peut-être... je les passe plus vite à la trappe, ou ils restent dans ma tête, mais je les vois, je les perçois, quoi. C'est assez introspectif. Je sais que tu m'as dit un jour que tu adorais la commande. Ouais. Et en fait, tu aimes bien avoir la contrainte du client et pouvoir t'investir créativement à l'intérieur de cette contrainte. Ouais, j'aime bien la gageure. Je travaille encore maintenant avec un gros groupe industriel qui est vraiment pas sexy d'apparence. Et des fois, c'est carrément d'écrire des processus industriels super compliqués, avec des usines monstrueuses, des machines, des process, des trucs. En fait, moi, quelque part, je trouvais ça passionnant de passer 2 heures avec un ingénieur qui allait devoir tout m'expliquer de A à Z. Parce que moi, c'est ma démarche. Quand j'arrive dans un truc comme ça où je ne connais rien, c'est voilà, moi, je suis candide. Il va falloir que je suis une éponge. Vous allez devoir tout me faire comprendre pour que moi, je réussisse à le traduire en images pour faire comprendre à quelqu'un d'autre votre processus, qui va être dans la même situation que moi, qui va être non technique, non averti. En parlant de projet de commande, moi je suis tombé sur un autre projet qui est Secret d'Info, qui est un projet qui a l'air complètement différent de Idiomaniac, parce qu'en fait on a l'impression que tu crées une bible graphique, c'est-à-dire que le client il arrive en disant voilà moi je... Oui, c'était ça, c'était le projet, c'était de leur faire une bibliothèque graphique avec lesquelles ils allaient pouvoir simplifier et vulgariser l'émission d'1 heure, qui est quand même très long, et d'avoir à quelques dizaines de secondes de résumer de mettre en avant les points clés du sujet. Et donc c'était créer des pictogrammes, c'était essentiellement des pictogrammes, et puis créer des espèces de gimmicks d'animation quand on a par exemple, on avait créé une mise en page qui était d'associer sur un fond de couleur un pictogramme et de le mettre en opposition par rapport à un autre et de créer justement comme ça une tension si c'était justement d'un côté un élément perturbateur ou quelque chose qui allait amener un bénéfice. Et comme ça, on a créé un peu tout un alphabet. Et le projet était assez bien reçu sur les réseaux sociaux parce que c'était essentiellement voué à être vu via YouTube et effectivement sur le site de France Inter. Mais en fin de compte, c'était plus via leur site, je crois que c'était via Facebook où ils avaient le plus de vues et on avait des centaines de milliers de vues pour des petits épisodes comme ça. Qui était fait, ça c'était sympa aussi, parce que j'ai également formé la personne qui faisait ça, qui était un ancien réalisateur et ingénieur son, à qui justement j'ai un peu appris à utiliser le logiciel. C'était quelqu'un de débrouillard. Le logiciel c'est quoi? C'était After Effects? On faisait ça sur After Effects, oui. Et puis à utiliser cette bibliothèque où lui peut-être à retrouver peut-être des éléments graphiques ou à... Donc toi tu amènes la bibliothèque, tu amènes un style d'animation. Donc oui, c'est ça. J'ai fait les 10 premiers épisodes. Et après, ils ont volé de leurs propres ailes. Alors, c'est marrant puisque il y a quand même un style qui se dégage de tout ça. Un style d'animation. Enfin, quand on regarde toutes les animations de ton site, il y a quand même un truc qui se dégage, même si c'est pas forcément perceptible à la première animation. Est-ce que tu cherches à trouver un style particulier? Parce qu'on parlait tout à l'heure de tout l'environnement graffiti, skate, surf, etc. dans lequel tu as évolué. À un moment, il y avait une grosse mouvance graphique qui venait de là, au début des années 2000 jusqu'à assez récemment, emmenée par des gens comme 1, 2, 3 Clan, ou des gens comme ça. Mm-hmm. Est-ce que tu te sens appartenir à cette mouvance? Est-ce que tu sens que
ton style vient un peu de là ou, Alors un peu de là, moi j'ai parce que je suis quand même passé par la case Arte, donc après le graffiti et le design de skate et de BMX, je me suis quand même pris la culture en pleine face, même si j'avais effectivement un background avec effectivement tous les bouquins d'art qu'on avait à la maison, que ce soit classique ou de peinture moderne. Et donc moi je suis un peu un mélange de tout ça. Par contre, quand je vais faire une outline, un contour d'un logo ou d'une typographie, donc sur des logiciels digitaux, ou même quand je vais la dessiner à la main sur mon carnet de crowbar, bah, y a quand même le graffiti qui va venir et qui me dit non, la outline elle doit avoir telle épaisseur. Donc plus gros que ce que tu aurais fait au départ, peut-être plus gros. Enfin, il y a en tout cas, comme par exemple l'animation, tu me parlais peut-être de rythme d'animation, de style d'animation. J'ai pas non plus de formation d'animateur. Pour moi, il faut que ça marche. Je triture le truc. Tant que ça Après, un style, ça vient pas forcément avec une formation, ça vient avec l'expérience, ta personnalité. C'est certain que tous ces backgrounds, effectivement, ont apporté ce style. Mais c'est vrai qu'en animation, moi, j'ai eu très peu de... j'avais très peu d'infos, vu que justement, avant d'aller à Arte, j'avais aucune culture de l'image animée. À part avoir vu quelques Walt Disney quand j'étais petit. Après le stop motion peut-être t'a permis d'évaluer un peu l'animation. Oui, non mais bien sûr à partir de là effectivement je m'y suis mis plein pied, j'ai étudié McLaren, etc. Enfin tous les cadors de l'univers image animée, que ce soit stop motion ou l'animation traditionnelle ou dessin animé. Mais effectivement, je me sens un peu en retrait, n'ayant aucune formation comme ça, j'y vais plus au feeling. De me dire, tiens, ça c'est un truc qui me plaît, et puis le rythme est bon. J'ai un rythme d'image. J'ai pas de rythme de son, mais j'ai un rythme d'image. On va parler un peu des réseaux sociaux. Il est pas si facile que ça de te trouver sur Internet. Si on tape ton nom, on arrive évidemment sur ton site. Tu as aussi un Instagram, un Facebook, etc. Est-ce que tu fais marcher beaucoup les réseaux sociaux ? Ouais, je suis pas très commercial, quoi. Ça, je suis pas très bon vendeur. Alors, comment tu trouves tes clients ? C'est pas moi qui les trouve. C'est eux qui me trouvent. Alors, comment ils te trouvent ? C'est le bouche à oreille. Puis c'est vrai que j'ai fait quand même quelques projets qui étaient quand même assez important, qui était avec des boîtes de prod ou des chaînes de télé. C'est vrai que j'ai travaillé pour tous les grands groupes, que ce soit les TF1, Arte. Du coup, tu as un gros réseau de gens que tu connais dans le milieu. Pas tellement un réseau, mais il y a des choses, c'est vrai qu'en référence, je vais pas être à l'affût non plus d'absolument trouver des clients, vu que je dis très souvent non. Je vais refuser, beaucoup. Et qu'est-ce qui te fait dire non à des clients ? Le projet me plaît pas, ou je sens que ça va pas être bon. Par rapport au client, au feeling. Au feeling, au feeling. Je vais quand même étudier, je vais pas claquer la porte comme ça, mais je préfère gagner moins, faire moins de choses, peut-être faire aussi moins de pubs, être moins racoleur. Et puis me concentrer pour des choses où je sens, j'ai un feeling qui est bon, mais même avec des groupes industriels du CAC 40 où ça se passe très bien, où on traite en direct et c'est pas, je bosse très très rarement, déjà pas avec les grandes agences de pub ou agences en général ou les grosses boîtes de prod. Quelquefois les petites agences si on s'entend bien, mais là pareil c'est plutôt des accords de cœur, quoi. Le film graphique, on l'a vu, c'est quand même quelque chose d'assez complexe parce que ça fait intervenir pas mal de compétences, etc. Est-ce que tu continues à faire développer tes compétences ou Oui, on s'auto-forme, surtout depuis qu'on travaille sur des outils informatiques. En fait, on est quand même énormément livré à nous-mêmes, mais ce qui permet on va pas casser la machine, quoi. On va pas casser une machine à 2 millions. On va peut-être abîmer un logiciel ou quelque chose comme ça, ou on va peut-être perdre des fichiers, mais ça permet beaucoup plus d'expérimenter. Et donc,
Donc toi, tu es plus dans l'expérimentation. Ouais, dans l'expérimentation, de... et puis aussi la rencontre. Quelqu'un me dit ah, c'est génial ce truc-là, tu devrais essayer. Ah ouais, tu l'as, vas-y, montre-moi comment ça marche. Et puis après, on va essayer dans son coin, on retourne, mais dis donc, j'ai pas réussi à faire ça. Il y a quand même un peu d'échange. Et surtout aujourd'hui, à l'ère des MOOC, etc., des formations en ligne, il y en a d'ailleurs trop, parce qu'il y a beaucoup de merde, faut dire ce qui est. Et puis des gens qui veulent se prendre pour des stars en apprenant à empiler de layers sur Photoshop, c'est un peu noyé dans la masse, et ça c'est dommage. Et le mieux en fait c'est plutôt de demander les gens qui sont dans le milieu, ou quand on a une image qui nous a plu, de leur écrire, de leur dire ouais, j'adore comment vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez utilisé. Ça coûte rien de poser des questions. Est-ce que tu as besoin de trouver ton inspiration quelque part? Est-ce que tu te nourris de... Ouais, bien sûr, bien sûr. Tous les jours, alors tu te nourris de quoi? Je me nourris évidemment énormément d'images, je regarde beaucoup d'images. T'as des sites avec évidemment, il y a les sites graphiques comme Behance, qui sont des agrégateurs de portfolios. J'utilise un autre agrégateur qui s'appelle NetVibes, qui est un truc, je crois, un peu vieux. Ça, c'est un agrégateur mais c'est un agrégateur de flux, mais justement, dedans, quoi. je mets des sites justement qui vont un peu me guider, mais qui, là, pour le coup, ne sont pas forcément graphiques. Donc, ça va être de tout. Ça va être d'art, ça va être de production, de consommation, de news, de technologie. Bon, ça c'est de l'inspiration classique, par Internet. Après, moi, j'ai une inspiration... j'adore les choses décalées. En fait, j'adore... je suis un grand fan des Monty Python, j'adore Tom Sharpie. Enfin, c'est des... j'aime bien les choses un peu surannées, comme ça. Jacques Tati. Et en fait, rien qu'en se baladant dans la rue, en fait, on voit alors, on les voit pas forcément, les aberrations, mais on se les invente. On dit, tiens, celui-là, je le verrais bien avec un chapeau complètement ridicule, ou dans une voiture qui aurait cette forme. Ou... Je me raconte encore beaucoup d'histoires à mes amis imaginaires. Ouais, ça, c'est aussi une source de création encore très fertile. Et du coup, tu utilises cette inspiration pour tes clients, ou tes clients, ils cadrent tellement les projets qu'en fait, tu n'as même plus besoin de... Ça, c'est plus quand on cerne le client, de dire oula, celui-là je vais y aller minimal, ou ah ouais, là on va pouvoir se lâcher, donc proposer des choses. Là j'étais assez relax avec FIP. Je me suis caricaturé pour faire le programmateur dans le film dans la pub qui promouvait leur nouvelle appli de playlist musicale, quoi. Donc il peut y avoir des fois des trucs fun. Est-ce qu'ils s'en sont aperçus? Je crois qu'ils s'en sont doutés, quoi. J'ai quand même la mèche reconnaissable. Il y avait un surf derrière ou... Non, il n'y avait pas de surf derrière. Juste la mèche et les lunettes, ça suffit. Ok. Et du coup, est-ce que tu es confronté à la page blanche parce que, oui, bien sûr, comme tout le monde, évidemment. Et comment tu la combats cette... je la combats pas. Faut pas se battre, faut plutôt être éponge, faut laisser décanter, moi je suis assez effectivement sur des principes de digestion, de laisser un petit peu maturer les choses, de chercher des fois complètement dans l'autre direction, et puis de me balader, ou d'aller boire un coup avec quelqu'un, ou d'aller voir une expo, et c'est là que ça va arriver, évidemment. C'est jamais quand on y pense et quand on se concentre très très fort et qu'on serre les fesses. Ouais, c'est rarement là qu'on a l'idée, en tout cas, très décalée. On va avoir une idée cartésienne, rationnelle, pour faire du graphisme suisse, qui est très très beau, j'adore ça, qui va convenir à certains boulots, et c'est très bien. Mais si on veut trouver des trucs un peu plus décalés, oui, c'est plus ce que les Américains appellent la sérendipité, quoi. C'est se laisser un peu porter et laisser faire un peu le hasard. Ouais, il y a une petite partie de ça. Et du coup, tant que tu n'as pas trouvé cette idée décalée, tu te sens pas à l'aise pour finir le projet ou... Ouais, c'est pas fini, c'est pas... Et puis des fois, ça arrive trop tard. Des fois, Ouais, tu te dis, ah merde, j'aurais dû faire ça. Ouais. Ça arrive hyper souvent. Ouais.
Et est-ce que tu sais quand tu as fini une œuvre, parce que encore une fois, ça fait intervenir tellement de choses qu'à la fin, c'est difficile de une œuvre, le mot quoi. est 10 fois trop fort, mais quand j'ai fini une commande. Ouais, une commande, ouais. Bah ouais, quand je l'ai livré au client. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Quand c'est facturé et payé, c'est fini. Okay. Oui, parce que c'est... Oui, ça c'est... J'ai une vision assez précise. Ça, c'est l'avantage quand on travaille seul, c'est qu'on a une vision assez précise de ce qu'on veut faire. Donc déjà au stade de crowbar, de storyboard, que je me fais moi dans mon coin avec mes petits hiéroglyphes que moi seul je suis capable de comprendre, le chemin est déjà tracé. Après il peut y avoir évidemment des modifications, où je peux avoir une autre envie, ou le client peut avoir une autre envie, etc. Mais en tout cas là je suis déjà quand même bien barré. Tu as fait plein de choses jusqu'à maintenant, on vient de le voir dans l'heure qui vient de s'écouler je crois. C'est quoi la suite ? Comment tu te vois à long terme ? Genre dans 10 ans, qu'est-ce que tu espères être dans 10 ans ? Après, c'est toujours au gré des rencontres qui jouent beaucoup pour moi. Je me suis semi-associé à un moment donné. J'étais beaucoup avec cette boîte de production pendant 10 ans. C'est plus les rencontres. Là, par exemple, avec le statut un peu particulier ou l'état un peu particulier dans lequel on se retrouve au Remix, justement, dans un lieu de coworking où on a une promiscuité avec des gens qui font des métiers complètement différents. Je pense que c'est assez facile de se laisser porter au bout d'un certain temps, à aller un peu dans d'autres directions, mais j'ai jamais eu vraiment de vision. J'ai des envies. J'ai des envies de créer, donc ça, Alors quel genre de créer graphiquement, donc ça c'est toujours, je fais ça depuis que j'ai 14 ans et je crois que je le ferai jusqu'au bout. Tu prends ta plume, tu dessines. Voilà, je dessine, ou je fais du design, ou je transforme une image, je fais aussi de la photo. Il y a tellement de moyens d'utiliser le graphisme, ou simplement d'observer et de s'y intéresser. Et bon, c'est plutôt effectivement les rencontres qui... Ok. Et la réussite, pour toi, c'est quoi exactement ? Je sais pas. Est-ce que tu as une idée de la réussite ? Non. Tu t'en fous ? J'ai pas envie de la cerner. J'ai pas envie de... Ouais. Si je fais ce que j'aime et j'ai encore mes problèmes de riche parce que je suis de, je sais pas, 1000 balles ou 2000 balles à la cave pour 1 ou 2 mois parce que j'ai refusé un client parce que c'est comme ça que je fonctionne. Moi c'est super quoi. Donc la réussite c'est faire ce que t'aimes. Ouais, c'est faire ce que t'aimes, mais c'est pas réussi, c'est je fais ce que j'aime, point. La réussite ça peut être juste vis-à-vis de toi. Je ne le lie pas à la réussite quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des gens aujourd'hui qui ont envie de se lancer là-dedans ? Faites-le. Ok. Enfin, est-ce que tu as un livre ou un film, un objet culturel qui t'a marqué récemment ou qui est le début de tout ce que tu as fait aujourd'hui ? Pas récemment, mais il y a... je me suis mis à lire... j'étais un peu cancre, donc j'ai commencé à lire, moi, vraiment des bouquins à 23 ans. Et très vite, on m'a mis entre les mains un auteur qui s'appelle Tom Sharpe, S-H-A-R-P-E, qui est un Anglais qui a beaucoup écrit sur l'Afrique du Sud et sur justement le décalage. C'est très Monty Python. On verrait très bien John Cleese jouer le rôle de l'aristocratie anglaise installée et néerlandaise installée en Afrique du Sud face à des gros baroudeurs ou les différentes ethnies locales. Donc quelque chose de complètement biscornu et décalé. Et ça me... En fait, ça me transporte, effectivement. C'est ça qui va me permettre de faire des associations d'idées et de sortir un peu les gens de déconnecter les gens. Sam, merci beaucoup pour cette discussion fort enrichissante. Et je te dis à bientôt. Et je dis à mes auditeurs à bientôt pour un nouvel épisode. Look at my eyes. You know me. You know me. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter.
ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. You don't understand. I absolutely refuse